Bien, bonjour à tous. Je vous invite à prendre place. Alors, de la même manière qu'on a commencé cette manifestation hier en rendant hommage à un ami qui nous est cher, Vincent Merle, on va commencer cet après-midi en essayant de ne pas prendre trop de retard parce qu'effectivement, on a tous des déplacements en fin de journée à gérer. On va commencer cet après-midi en rendant hommage à un grand monsieur, lui aussi, Jacques Wittwer. Pour parler de Jacques Wittwer, bien sûr, Alain Janel, personne d'autre qu'Alain Janel, en tout cas, de notre assistance, probablement pouvait s'y prêter de si belle manière. Et donc, je lui laisse la parole voilà, pour un petit mot d'hommage. Et nous enchaînerons ensuite la suite de nos débats, la suite de nos idées reçues auxquelles nous continuerons à tordre le cou avec les interventions de Jean-Marie Marx, André Chauvet et Alain Diribarne. Alain ? Bon, c'est toujours émouvant pour moi de parler de Jacques Wittwer. C'est toujours émouvant pour moi de parler de Jacques Wittwer. En plus, j'ai le grand plaisir, et nous avons le grand plaisir d'accueillir Mady Wittwer, sa femme, et vous allez voir qu'elle a eu beaucoup d'importance dans le travail que j'ai pu faire aux côtés de Jacques. Alors, une première remarque, devant cette photo portrait de Jacques Wittwer, je pense à cette remarque de Roland Barthes. Imaginairement, la photographie représente ce moment très subtil où, à vrai dire, je ne suis ni un sujet ni un objet, mais plutôt un sujet qui tend à devenir objet. Eh bien, ce que je vais tenter de faire devant vous, et très rapidement, c'est donner toute sa dimension de sujet à ce regard. Et c'est la finalité de ces quelques souvenirs liés au début de cette université que je veux partager avec vous. Je remercie Mady Wittwer et Jérôme Wittwer, son fils, de m'avoir fourni cette photographie que vous voyez sur l'écran. Alors, on peut se poser la question, parce que quand même les années passent, pourquoi associer le nom de Jacques Wittwer à l'anniversaire de la 20e université de la formation, de l'éducation et de l'orientation, dont la première avait pour nom Université de la formation continue. La première raison concerne l'orientation des politiques universitaires. Quand Jean Dumas, président du conseil scientifique de l'université d'été de la formation continue, et Véronique de Pongeville, directrice de la maison de la promotion sociale, qui fut, si mes souvenirs sont exacts, une étudiante de Jacques Wittwer, souhaitèrent la participation du département des sciences de l'éducation de l'université de Bordeaux II à cette manifestation, Jacques Wittwer soutint ce projet auprès des conseils de l'université. Et croyez-moi, ce n'était pas si facile à l'époque de soutenir un tel projet auprès d'une université à dominante médicale où les sciences sociales et humaines commençaient juste à émerger. Et il participa, et c'est très important parce que à l'époque, les collègues n'étaient pas non plus favorables à ce mix entre la formation professionnelle et l'université. Et il participa à l'intégration au sein des départements de l'éducation, à l'intégration des étudiants en DESS, responsables de formation d'adultes, dans le programme de cette unité, de cette université de formation continue. Et ceci, pour moi, était important, et je pense que certains parmi vous qui ont fait partie de ces cohortes d'étudiants qui ont été à l'université de la formation continue, de la formation professionnelle continue, peuvent en être témoins. Intégrés comme rapporteurs dans le programme, les étudiants ont eu la possibilité de rencontrer à la fois les acteurs de terrain dont ils partageront les activités, les enseignants et les chercheurs qui leur permettront de développer leurs connaissances pour appréhender les situations qu'ils devront gérer, et aussi les acteurs politiques, économiques et sociaux qui seront leurs interlocuteurs, puisque telle était la construction du programme de cette manifestation. Thierry Berthet poursuit cette orientation en collaboration avec le CEREC et l'IEP de Bordeaux,
Et cette politique mise en place par Jean Dumas fut poursuivie par Bernard Massonneau quand il prit la direction de la MPS. Donc, si vous voulez, il faut bien voir que dans cette volonté d'introduire l'université, non pas simplement par des personnalités qui viennent faire un show, mais l'université comme participant avec ses étudiants à cette université, ça a été véritablement un des enjeux que Jacques Widmer a permis de résoudre. La seconde raison d'associer le nom de Jacques Widmer à cette université porte sur la définition du public à accueillir à l'université. De tradition, l'université n'accueille que des primants, c'est-à-dire des gens qui commencent, qui sortent du bac, puis qui arrivent à l'université, c'est-à-dire des gens bien malléables et bien faciles. On les a déjà un peu matés, hein, on leur a donné déjà des habitudes, et puis recevoir des professionnels à l'université, croyez-moi, je l'ai vécu, ça bouleverse certains de mes collègues. Car, si vous voulez, ils vont être confrontés à quelque chose qui est tout à fait d'autres savoirs que les savoirs institutionnels que eux ont acquis dans une logique de progression interne à un système. Donc, c'est la seconde raison. Sa volonté fut d'accueillir des professionnels de retour à l'université pour partager avec eux les approches des sciences de l'éducation. L'éducation comme fondement des activités privées et publiques dans les différents contextes sociaux. C'est une des pensées de Jacques qui m'a transmise. Je pense que je ne le trahis pas trop. Il m'a dit, peut intervenir et me contredire, hein, que je ne le trahis pas trop en disant que ce qui était important pour Jacques, c'est que dans le fond, l'éducation, ça précède l'économie. C'est que si on a une éducation, à ce moment-là, une économie va pouvoir se développer. Et ce n'est pas parce que on développe l'économie que l'on va développer nécessairement l'éducation. Je pense que c'est une réflexion importante que j'ai l'impression que Jacques m'a transmise. Il impulsa la création de la section des sciences de l'éducation en 1969, devenue département des sciences de l'éducation, permettant aux professionnels de la formation de s'inscrire, quel que soit leur niveau de diplôme, c'est-à-dire même sans le bac, en fonction de leur expérience, à l'université, au niveau licence, en s'inscrivant au DOSP. Et c'est ce que me rappelait mon ami Bismuth. Ça, c'était en 1974. Deux options furent ouvertes en 1987, éducation et didactique, et de l'autre côté, formation de formateurs d'adultes. On voit donc cette impulsion que Jacques Widmer donne dans les structures de l'université, non pas simplement au niveau des choix politiques, mais au niveau des structures aussi. La troisième raison fait référence à une conception déontologique de la fonction des professeurs d'université. Et ça, si vous voulez, je crois que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas réfléchi, nous, assez, professeurs d'université. C'est sur la déontologie que nous devrions avoir. Je ne comprends pas comment les médecins ont une réflexion sur la déontologie et comme nous, professeurs d'université, nous n'en avons point. Je termine là-dessus. Mais lui en avait une et il l'énonçait clair et net. Au sein du DA qu'il dirigea et qu'il défendit contre des volontés ministérielles, parce que croyez-moi, il y a eu des combats pour maintenir un DEA qui accueillait des étudiants de retour à l'université. Il accueillit des professionnels de retour à l'université. Voilà pourquoi. Redonner la possibilité de mettre à l'épreuve sa propre expérience professionnelle au sein d'un questionnement scientifique. Pour Jacques Widmer, cela faisait partie d'un double enrichissement. Introduire dans le débat scientifique la parole du professionnel de terrain. Et ça, nous en avons eu des exemples ce matin à cette table en permanence. Donner à cette parole une valeur qui doit avoir une place dans les institutions. Et ça, Stéphane, ce matin, a bien insisté sur le sens donné à expert. Et je suis extrêmement reconnaissant et je trouve qu'il a rendu, par ce fait-là, il a rendu son discours extrêmement optimiste.
Voilà, pardon, excusez-moi. Ainsi, Jacques Wittwer donna toujours la priorité au centre d'intérêt de son étudiant par rapport au sien, tout en formant ses doctorants à la compréhension de sa propre démarche. Et c'est ça, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une thèse d'État avec Jacques Wittwer de type sciences politiques et sociologie des organisations. Et je n'ai pu formaliser ce que j'ai fait que parce que il m'avait bien expliqué comment fonctionnait la langue à partir des notions de psycholinguistique. C'est-à-dire, c'est comment, quel que soit le sujet que va prendre l'étudiant, la formation intellectuelle qu'il nous transmettait nous permettait de travailler la question qui nous intéressait. Ainsi, Jacques Wittwer donna toujours la priorité au centre d'intérêt de son étudiant par rapport au sien, tout en formant ses doctorants à la compréhension de sa propre démarche. Si nous considérons l'ensemble des thèses qu'il dirigea, et il y en a beaucoup plus qu'une centaine, et qui permirent à leur auteur des promotions sociales, et ça j'insiste, combien à l'heure actuelle de personnes ont pu muter dans leur histoire professionnelle grâce à l'accueil que Jacques leur fit dans le département de son éducation. Que ce soit dans des métiers de techniciens ou que ce soit dans des métiers de type sciences sociales et humaines. Une grande partie échappe au domaine de ses propres travaux en psycholinguistique. Jacques Wittwer, pour conclure, est d'abord un maître, un professeur, qui sut établir une relation de confiance avec ses doctorants, en leur donnant la possibilité d'exprimer leur propre volonté et leurs propres valeurs. Je n'ai jamais vu Jacques Wittwer prendre de haut le propos d'un seul de ses étudiants. Au contraire, il faisait en permanence en sorte que ce qui était amené, même si, pour dire, cela aurait pu paraître une idée reçue, pour montrer la valeur qu'avait le propos qu'il apportait. Je pense que c'est une grande transmission qu'il faisait, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, à d'autres qu'aux universitaires et qu'au milieu universitaire. Il sut reconnaître l'intérêt des thèmes proposés en fonction des expériences de terrain. C'est ainsi que le praticien acquiert une compréhension de ses actes, choisit consciemment un point de vue d'analyse, produit des résultats qu'il inscrit dans un domaine scientifique comme un écho parmi d'autres des pratiques étudiées. Il sut mettre en relief et en évidence les thèmes émergents et les préoccupations de la collectivité éducative sans pour autant abandonner une direction orientée vers la production de savoir tout en attribuant une valeur au retour d'expérience. Et là, j'ai repris par exemple ce matin dans ma bibliothèque un texte sur les codes, et mon Dieu, combien on parle des codes à l'heure actuelle au niveau de l'introduction de l'informatique dans l'enseignement secondaire. Eh bien, en 1971, c'est-à-dire en 69, il participait à des séminaires avec les enseignements secondaires sur les codes. Qu'est-ce qu'un code? Comment fonctionnent les codes? Et lui, bien entendu, avec l'entrée linguistique et de la psycholinguistique. Mais n'est-ce pas un projet, un objectif de l'UFO de donner toute valeur au retour d'expérience? Avec Jacques Wittwer, chaque étudiant se considérait comme une personne et comme un moyen en vue d'une fin. Ça, c'est extrêmement important et à cette table, il en était extrêmement question sur l'envie en formation. Cela explique que si ces étudiants l'appelaient Jacques, ils le vouvoyaient. Si chacun a droit au respect dû à la personne elle-même, cela ne veut pas dire que les différences doivent s'estomper. Et je crois que dans ce jeu sur « vous m'appelez Jacques, mais nous d'office, on continue à vous voyer ». Je crois que cette articulation au niveau de la conception de l'acte pédagogique dans l'enseignement secondaire a été quelque chose qui est extrêmement important à réfléchir dans l'époque actuelle où nous vivons pas mal de secousses. Cette relation est basée sur la confiance en l'autre, dans ses choix, et sur le dialogue qui ne fuit pas la controverse. Jacques n'a jamais fui la controverse, mais la controverse, pas l'agression,
hein, je dis bien la controverse. Elle explique l'engagement permanent de Jacques pour la démocratisation de l'enseignement, en particulier pour l'école élémentaire et l'enseignement secondaire, comme acte fondateur d'un partage des attitudes réflexives et de l'évaluation des savoirs. Jacques n'a jamais abandonné dans son idée ce qui est le fondement de ce que Thierry et l'équipe veut faire vivre, de ce que le centre Vincent Merle veut faire vivre, c'est-à-dire l'évolution des savoirs, mais aussi l'attitude réflexive. Et donc, n'est-ce pas une des finalités de l'UFO? Pour terminer, cette petite anecdote personnelle peut en rendre compte. Lors de la soutenance de ma thèse d'État en lettres et sciences humaines qu'il dirigea, un membre du jury, Jean-Claude Filloux, se pencha vers lui et lui dit « Janelle, il parle plus de ta femme et de ses collègues que de toi. À mon avis, tout Jacques est là. Donnez la priorité aux acteurs de terrain, dont Mady Widwer faisait partie avec tous les autres professeurs chargés d'expérimentation, plutôt qu'à son propre discours, qui cependant structurait le leur au cours de ses interventions dans la formation continue des enseignants. » Alors, Pierre Delfaux nous rappelait à Mady et à moi-même qu'il a été à la base de la création de la formation des conseillers d'orientation dès son arrivée à Bordeaux en 1971 à la faculté des sciences humaines et sociales, qu'en plus, il a en permanence soutenu à partir de la création de l'ICAV, de l'initiation à la culture audiovisuelle, c'est-à-dire à partir de 1971, tous les travaux sur l'initiation à la culture audiovisuelle de 1966 à 1984. Ça a été un des acteurs prépondérants de la MAFPEN, de la mission à la formation des personnels d'éducation nationale, tout personnel confondu, administratifs et techniciens. On ne mettait pas les profs d'un côté et les administratifs et les techniciens d'un autre. De 1982 à 1985, ça a été la très bonne époque, et j'ai regretté qu'on n'en parle pas hier, du ministère Savary, absolument remarquable, et bien entendu, toutes les activités de Jacques ont nourri ceux qui donnaient le rapport Louis le Grand commandé par Savary en 1984 pour un collège démocratique. Mady Widwer est parmi nous. Je suis heureux de l'accueillir. Nous sommes heureux d'associer notre plaisir de l'avoir parmi nous au souvenir de Jacques Widwer. Elle n'a pas souhaité prendre la parole, mais je vous remercie de l'applaudir comme on applaudirait Jacques. Merci beaucoup Alain. Alors je vous propose qu'on cède tout de suite la parole à la plénière qui suit. J'ai été frappé, peut-être jusqu'à un mot quand même, à quel point les propos de Jacques auraient tout aussi pu s'adresser à Vincent, et à quel point l'égale dignité des formés, au-delà des clivages formation initiale, formation continue, générale, professionnelle, finalement ont besoin d'être transcendés, et ils avaient l'habitude de le faire de manière assez gaie et chaleureuse. Alors, je dirais que jamais les attentes autour de la formation n'ont été aussi fortes. Elle est tout à la fois censée apporter une protection aux personnes en sécurisant leur parcours ou en concourant à la sécurisation de ces parcours professionnels. Elle est censée procurer aux entreprises des rendements aussi d'un investissement productif.